qu'un second, c'est bon ? C'est bon. Ok. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes Tessie et Charlotte de La Mèche. Vous écoutez l'Instant Féministe, le podcast animé et réalisé par l'association à Genèse La Mèche sur Radio Bulle, fréquence 96.6. 93.6. C'est quoi ? 93. J'ai dit quoi ? 96. Ah mais pardon, Mais je vas-y, refais. si tu veux, tu On refais. recommence. Ouais, tu recommences. Ouais, je recommence du début. Vas-y. Ok, c'est bon ? Ouais, vas-y. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes Tessie et Charlotte de La Mèche. Vous écoutez l'Instant Féministe, le podcast animé et réalisé par l'association à Genèse La Mèche sur Radio Bulle, fréquence 93.6. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous touche tous et toutes quotidiennement, les normes de beauté. Nous allons nous concentrer sur le cas de la France. Attention, les sujets abordés peuvent remémorer des souvenirs traumatiques, donc n'hésitez pas à arrêter votre écoute et revenir plus tard si besoin. Reprenons. Les normes de beauté s'appliquent particulièrement aux femmes, de sorte qu'elles sont toujours trop ou pas assez, donc soit trop grosses, trop maigres, trop grandes, trop petites, pas assez jolies, pas suffisamment soignées, pas assez coquettes. Dès leur enfance, leur apparence est soumise à discussion, à remarques et à injonctions. On vous a interrogé sur le sujet. Quelles sont les normes valorisées par notre société ? La minceur, le fait d'être refaite. Ce qu'on appelle les normes de valeur style mannequin, même si on commence à avoir une démocratisation des critères de beauté. Très grand, très fin, très élancé comme carrure. Femme mince, blanche, cheveux longs, super bien sapée avec des belles fringues super chères, des ongles longs. La minceur, l'âge. Pour donner une définition plus synthétique et générale, on peut dire que les normes de beauté sont donc des règles esthétiques qui s'appliquent aux individus, en vertu de traditions, de modes, mais qui sont largement alimentées par les normes binaires de genre. Ainsi, les normes de beauté s'inscrivent dans des normes genrées, c'est-à-dire féminines et masculines. En effet, toujours dans un prisme binaire, les normes de beauté qui s'imposent aux hommes et aux femmes ne sont pas les mêmes. On observe que l'injonction à la beauté est bien plus présente pour les femmes, que ce soit en termes de minceur, de jeunesse, de santé, de style vestimentaire et de traits physiques. De plus, nous sommes dans une société patriarcale, c'est-à-dire où les hommes ont une position de dominant, qui nous inculque qu'une femme, pour être belle, doit plaire à l'homme hétérosexuel. On retrouve dans cela le concept du male gaze, c'est-à-dire le regard de l'homme, notamment dans les représentations de la femme dans la littérature, le cinéma, les publicités, etc. On y reviendra un peu plus tard. Par ailleurs, les normes de beauté pour les femmes représentent un idéal unique, un seul modèle, ce qui exclut toutes les personnes qui ne collent pas à ce modèle, tous les particularismes et les minorités. Et être déviante de ce modèle, c'est ne plus être consensuellement considérée comme belle. Par conséquent, on peut dire que les normes de beauté s'imbriquent parfaitement dans des discriminations systémiques. Par exemple, dans la société post-coloniale française, le cheveu crépus est encore situé à la marge des normes de beauté. Cela semble induit par la misogynie noire, c'est-à-dire la double discrimination que les femmes noires subissent, d'une part parce qu'elles sont des femmes et d'autre part parce qu'elles sont noires. De même, dans l'imaginaire collectif, seule la femme valide est belle, seule la femme mince est belle. Du coup, Tessie, est-ce que tu pourrais nous partager ton expérience au sujet des normes de beauté ? Est-ce que tu en as déjà souffert ? Oui, Charlotte, j'ai déjà souffert des discriminations par rapport aux normes de beauté. J'en ai eu beaucoup et plusieurs. Par exemple, j'ai une anecdote qui m'est arrivée quand on était en train de faire du tractage pour La Mèche. J'étais avec Marie. Et il y a une personne âgée, un monsieur, qui est venu me voir et il s'est arrêté et il nous a regardé super longtemps. Donc avec Marie, elle lui a demandé pourquoi il nous regardait, s'il était intéressé. Et il lui a dit, il n'a pas répondu à sa question et il m'a regardé directement et il m'a demandé vous allez habiller au lycée comme ça ? Donc moi j'étais habillée avec un pantalon troué et un crop top, il me semble, c'était début de l'été. Et donc je lui ai dit que j'allais au lycée habillée comme ça et il m'a répondu que ça serait pas accepté dans son époque de venir comme ça, que il fallait pas que je m'habille comme ça, que c'était trop, c'était vulgaire, etc. Et donc du coup on lui a dit que ça avait changé, que aujourd'hui on s'habillait différemment qu'à l'époque et qu'aujourd'hui tout le monde s'habille comme ça et que c'est accepté maintenant d'aller au lycée comme ça. Et il n'a pas voulu nous écouter et il a de suite dit que c'était vulgaire quoi, enfin, que j'avais pas ma place dans le lycée pour être habillée comme ça. Je comprends. Donc voilà, et après des petites anecdotes
sur les poils, tout ça, ou quand on est dans les vestiaires par exemple, on se sent obligé de les enlever Ouais. vis-à-vis des filles Mm. qui nous regardent ou qui même disent ah mais t'es pas épilée aujourd'hui. Ouais. T'es bien avec tes poils mais tu te sens un peu mal regardée quoi. Mm. Donc c'est dommage. Et toi Charlotte, est-ce que t'as des petites expériences à nous donner? Oui, alors j'ai aussi eu des expériences par rapport à la tenue vestimentaire, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais un style assez masculin, donc j'étais nommée comme garçon manqué, donc forcément c'était vu de manière négative, même si aujourd'hui j'ai plus ce problème, puisque on voit bien que la mode elle évolue, que par exemple avec le streetwear, les filles et les garçons peuvent s'habiller de la même manière, donc il n'y a pas Ouais, de c'est remarques sur unisexe. ça. Ouais. Ouais, franchement. Et après, j'ai aussi eu des remarques par rapport à mon poids, puisque j'étais en surpoids quand j'étais plus jeune, bon, même maintenant. Et ça a toujours été vu de manière très négative, dans la sphère médicale, dans une partie aussi de la sphère familiale, amicale. J'étais toujours, en gros, la plus grosse des copines, ce genre de choses. Et c'était toujours vu de manière négative, quoi. Alors que j'étais en très bonne santé, je faisais du sport, j'avais pas de soucis en particulier, quoi. Et aussi, j'ai pareil comme toi eu des remarques sur les poils. Par exemple, je suis très blanche de peau et mes poils sont très bruns et très nombreux. Et ça fait qu'ils se voient beaucoup. Et quand j'étais plus jeune, j'ai développé des complexes à cause du regard des autres. De base, j'avais pas de soucis avec mon corps. Mais à cause des autres, j'ai développé ce complexe et ça faisait que, par exemple, il y avait des jours où à l'école, je pouvais venir en pull. J'avais pas de chemise ou de blouse, j'avais des pulls. Et il faisait 30 degrés. Et je passais toute la journée en jean, parce que du coup, il y avait le souci des poils des jambes aussi, si je venais en short. Puis même, c'était venir en short alors que t'es une fille, bref, ça pose problème au collège. Et j'avais des tennis, voilà, et toute la journée, je préférais qu'on me juge parce que j'étais la seule qui portait un pull que parce que j'avais des poils au bras, quoi. Et ça pose aussi, enfin, c'est des questions qui reviennent aussi, par exemple, comme tu disais, les vestiaires, dans le domaine du sport, où par exemple, au lycée, on a des cours de piscine. Donc là, t'es vraiment, genre, t'as 15 ans, tu dois montrer ton corps à tout le monde. Alors, si t'es pas à l'aise, c'est compliqué. Les poils, tu te sens obligé de les enlever parce que sinon, tu peux avoir honte, tu peux être jugé, etc. Donc, ouais, c'est quelque chose qui choque encore et qui choque vraiment beaucoup, je trouve, aujourd'hui. Oui, c'est le problème malheureusement. Mais tu vois, comme on peut le voir, on a toutes les deux les mêmes problèmes. Enfin, on a eu les mêmes problèmes sur les mêmes codes, on va dire. Les codes vestimentaires, poils, etc. Et je pense que c'est la génération d'aujourd'hui qui a sur ce problème-là, sur les poils ou le code vestimentaire. Mais on peut voir que ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, à l'époque, du coup... ouais, il y a eu des... exactement, c'était pas les mêmes normes qui étaient attendues selon les époques. Ouais, justement, on peut revenir un petit peu sur quelles étaient les normes de beauté avant en France. On peut commencer par le Moyen-Âge, qui était une période à cause du christianisme où il était très important. Les normes de beauté pour les femmes étaient basées sur la Vierge Marie. Donc il fallait être naturelle, extrêmement pâle, jeune, blonde, avoir des petits seins et des épaules larges. Elle devait être pure. Et on voit au final que cet idéal de beauté n'est pas si éloigné de celui de notre époque. Et d'ailleurs, la peau très blanche était une symbole de classe sociale supérieure, de personnes qui ne travaillaient pas. Les femmes portaient des gants et des ombrelles pour ne pas altérer leur teint. Et des mains intactes étaient synonymes de richesse, car elles ne travaillaient pas. Parce que... parce qu'on ne travaillait pas. Ensuite, pareil, ça a continué d'évoluer au temps des Lumières, au XVIIIe siècle. Donc les femmes devaient avoir la taille fine, qui était un symbole de richesse. Donc plus on avait la taille fine, plus on était dans la haute société, on va dire. Ensuite, elles devaient avoir des hanches développées, des fesses rebondies. Donc c'est aussi l'époque des corsets qui ont été source de beaucoup de souffrances physiques pour les femmes. Ils écrasaient les poumons, des mouvements qui sont difficiles à faire. Et en même temps, du coup, ils servaient à contrôler les femmes, puisqu'elles ne pouvaient pas vraiment bouger avec leur corset. On verra plus tard qu'encore aujourd'hui, il y a des normes de beauté qui peuvent provoquer des soucis de santé. Et pour finir sur ça, du coup, le corset, c'est aussi un bel exemple qui montre que les normes de beauté exigent selon les époques que la femme modifie son corps. Voilà. Du coup, début du 19e siècle, les normes de beauté pour les femmes sont surtout des épaules tombantes, des carrures peu athlétiques, des hanches qui sont plutôt larges. Et parce que comme toujours, les femmes devaient rester à la maison et faire des enfants.
Et on observe, et on le retrouvera à chaque fois, que l'apparence de la femme est liée à son utilité et à la valeur qu'on lui accorde comme si c'était un objet finalement. Ensuite, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, vers 1930-1940, il y a une petite évolution parce que les femmes commencent à être un peu plus athlétiques et n'ont pas forcément de forme en particulier. Donc là, c'est complètement différent du début du 18e. Et du coup, elles ont des vêtements plus confortables, plus pratiques à cause de la guerre et la situation économique, donc pendant la période de crise. Et du coup, les femmes commencent à travailler pour remplacer les hommes. Donc forcément, leurs tenues sont jugées plus confortables et c'est plus le confortable qui prime avant l'aspect physique du coup. Et en 1950, donc la guerre est finie, et ce qui est apprécié et considéré comme sexy, ce sont les formes, avec des hanches marquées, une grosse poitrine, qui sont synonymes de bonne santé et que la famine vécue durant la guerre sont bien derrière eux. Et on le voit bien avec l'apparition des pin-up. Et on remarque ici, avec cet exemple, que le contexte historique, l'environnement, influence complètement le changement des normes de beauté. Ensuite, à partir des années 1960, en passant par les années 90 et les années 2000, donc les femmes, elles doivent être de plus en plus minces, voire maigres, avec des cheveux lisses. Et depuis les années 1980, la chirurgie esthétique devient de plus en plus pratiquée. Donc les standards de beauté étaient notamment à travers l'univers de la mode, lors des défilés, les mannequins populaires, etc. Donc, Je vais le refaire, je refais la phrase en entier. Attends, mais parce qu'il manquait un verbe dans la Oui, phrase. c'est pour ça. Bah, au pire, je refais ma partie. Ouais, voilà, tu dis les standards de beauté se transmettaient dans l'univers de la mode, voilà, c'est pour ça. à cause de mannequins populaires, Ouais. etc. Du coup, je refais. Alors, du coup, on refait. Alors, à partir des années 1960, en passant par les années 90 et 2000, les femmes doivent être de plus en plus minces, voire maigres, avec des cheveux lisses. Et depuis les années 1980, la chirurgie esthétique devient de plus en plus pratiquée. Les standards de beauté, du coup, s'étendent à travers l'univers à cause de la mode, les défilés, les mannequins qu'on peut voir tous les jours. En revanche, aujourd'hui, ces normes tendent à s'effacer et à laisser plus de place à l'individualité. Cela concorde avec la mentalité des nouvelles générations, très à cheval sur l'authenticité et sur le rejet de certaines mœurs. Encore une fois, l'environnement influence ces normes de beauté. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ont complètement disparu non plus. Elles existent toujours. Notamment, on peut citer l'injonction à la bonne santé, au sport, à la nutrition, au corps musclé, et non plus squelettique comme ça pouvait être valorisé un peu plus tôt. En effet, Pierre Bourdieu, le sociologue, parle des normes de beauté dans la domination masculine. Il explique ce... Pardon, je refais. J'ai du mal avec cette phrase. Alors, en effet, Pierre Bourdieu, sociologue, parle des normes de beauté dans la domination masculine. Il explique que ce qui a l'air d'être le plus naturel dans le corps, donc la taille, le poids, etc., est en réalité le produit des conditions d'existence, des conditions de travail, du contenu de l'alimentation, des capacités financières à s'habiller de telle ou telle façon. Ces conditions d'existence sont socialement différenciées et inégalement réparties dans la société. La beauté est donc pure construction sociale, comme on a pu l'illustrer avec les exemples plus tôt. La nature ne nous dit pas que tel ou tel trait physique est plus beau qu'un autre, c'est la société qui a construit cette réalité sociale. Bourdieu explique que ce sont les corps des dominants qui sont considérés comme beaux parce qu'ils ressemblent à ce que le sociologue nomme des traits rares. Pour expliquer ce terme de trait rare, on peut reprendre un exemple. Le premier trait rare et qui définit la beauté, c'est la minceur. La minceur n'a pas toujours été le trait dominant. Quand la pauvreté, voire la famine sévissait en France, le critère de beauté était la rondeur, parce que les nobles et les bourgeois avaient l'argent pour manger et se démarquaient ainsi des pauvres comme un trait physique social. Ceux qui sont en position dominante peuvent ainsi imposer ce critère. Avant de continuer, nous allons écouter une chanson de Girly, I Don't Like Myself. Je peux refaire. Alors, je refais. Avant de continuer, nous allons écouter une chanson de Girly, I Don't Like Myself. Il faut t'expliquer ce que c'est. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ok. Qui, dans cette chanson, nous parle de qu'elle se sent trop grosse ou trop pas assez, en fait, justement, par rapport aux autres femmes. Et elle se dévalorise dans cette chanson, d'où le rapport avec les normes de beauté. Alors attends, juste vérifier que ça rentre bien. Avant de continuer. Ah, mais tu... Avant de continuer. Avant
de continuer, nous allons écouter une chanson de Girl I Don't Like Myself, qui dans cette chanson nous parle qu'elle se sent trop grosse ou trop pas assez grosse ou trop pas assez en fait justement par rapport aux autres femmes et elle se dévalue dans cette chanson le rapport avec la norme de beauté. Ok. Ah oui, c'est moi. Vous voulez enchaîner? Ouais. Ok, vas-y. Même s'il semblerait que les normes de beauté tendent à s'effacer avec nos générations. Oui. Il faut, quand tu reprends après la musique, Ouais. il faut que tu dises le nom de l'émission, que c'est sur Radio Bulle. Tu sais, vous écoutez l'instant. Ah, le truc du début. Ouais. Je vous dis que je suis avec Charlotte et tout. Oui, tu peux, comme tu veux. J'ai quoi du coup? C'est juste. Je dis ça, vous écoutez l'instant féministe? Ouais, et donc tu donnes aussi le sujet de l'émission. Ok. Voilà. Ça marche. Bah ouais, tu dis en gros vous écoutez l'instant féministe podcast. Et ça? Nous sommes Charlotte et Tessie, nous allons parler des normes de beauté. Ok, vas-y. Nous parlons. Une émission consacrée. Ok. On continue notre émission consacrée. Ça marche. Vous écoutez l'instant féministe, le podcast animé et réalisé par l'association à Genèse La Mèche sur Radio Bulle, fréquence 93.6. Nous sommes Tessie et Charlotte de La Mèche. Nous allons continuer notre émission sur les normes de beauté. Même s'il semblerait que les normes de beauté tendent à s'effacer avec nos générations, on voit qu'elles restent paradoxalement assez ancrées et présentes. On vous a demandé comment ces normes se transmettent à notre époque. Et via la publicité, via l'éducation, via les groupes sociaux aussi, dans toutes les interactions entre guillemets quotidiennes quasiment. Instagram, la télé. Après, je trouve quand même qu'ils ont modifié les idéaux, on va dire, dans les publicités. Il y a de plus en plus de filles différentes avec des corps différents et des physiques différents. Par les médias, les réseaux sociaux, les magazines, le réseau familial, amical. À travers la presse, les magazines, donc le journalisme. Et puis après, dans nos milieux de vie, à l'école, évidemment, on se côtoie entre jeunes et puis on se parle. Et puis après, il y a une espèce de rivalité qui s'instaure. Et voilà, c'est en fait toute la société autour qui véhicule tout ça. On a pu entendre plusieurs exemples dans les micro-trottoirs, et effectivement, d'abord les normes se transmettent par les médias, publicités, films, séries, etc. On parlait tout à l'heure du male gaze, le regard de l'homme, celui qu'il porte sur la femme. Dans beaucoup d'œuvres, on a une représentation de la femme faussée par le regard de l'homme, trop sexualisée et trop rattachée à des stéréotypes complètement archaïques quant à ce qu'elle doit être, comment elle doit se comporter, réagir, etc. Tout est construit de sorte que la femme plaise à l'homme hétérosexuel qui regarde. On objectifie complètement la femme. Mais aussi, il peut être utilisé pour décrédibiliser la femme. Par exemple, l'enquête des politologues et sociologues Frédéric Matonti et Delphine Dulong sur les femmes politiques montre qu'il n'y a quasiment pas un portrait de femmes politiques dans les médias qui ne traite pas des corps de ces femmes, sur la manière dont elles sont habillées, coiffées, etc. Cette insistance sur le corps des politiques vise implicitement à les délégitimer et ramène le prisme de l'esthétique sur des individus pourtant choisis pour leurs compétences. Dans les médias, on a aussi les réseaux sociaux. On vous a interrogé sur ceci. Est-ce que les réseaux sociaux ont un impact sur le regard que vous portez? Moi, non. Après, ça dépend du caractère, de son âge, des buts qu'on a dans la vie, on va dire. Et moi, c'est comme ça que je le vois, surtout sur les dernières années. Le premier endroit où on essaye d'amener de la diversité. Alors, j'imagine, je ne suis pas d'une génération qui est à fond sur les réseaux sociaux, mais je pense que ça peut qu'accélérer le phénomène. Moi, plus jeune, j'avais pas ces réseaux sociaux, mais déjà, je ressentais bien tout ça. Alors, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est décuplé avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont des influences énormes sur les jeunes et sont basés essentiellement sur l'image qu'on renvoie. Comme à l'époque, la valeur d'une personne peut donc être déterminée sur les réseaux sociaux
selon son apparence, et bien sûr elle aura beaucoup de chances d'être positive si elle correspond aux normes de beauté. Certains endroits comme l'école avec les règlements vestimentaires ou le cadre familial ou amical participent parfois aussi à la perpétuation des normes de beauté. Cependant, on peut apporter une nuance aux médias. Comme on l'a dit, notre génération est incline au changement, à la déconstruction de ces normes de beauté. On prône l'acceptation de soi, comme on peut le voir avec les hashtags et la pensée body positivity. De plus, comme chacun a un accès gratuit aux réseaux sociaux, on peut trouver des représentations extrêmement diverses et trouver soi-même des modèles qui nous ressemblent. Ils permettent aussi de laisser la libre parole à presque tout le monde, y compris pour les discours féministes qui visent à déconstruire ces notions de normes de beauté. Les autres médias, comme les magazines ou les publicités de produits, de beauté, de vêtements, etc., essaient aussi de prendre le pli avec des photos non retouchées, avec des modèles de toutes les couleurs de peau, de toutes les morphologies, etc. Dans le cas où on subit les normes de beauté, on peut se demander Désolée, on peut recommencer. Je commence juste la dernière question. Dans le cas où on subit les normes de beauté, on peut se demander quelles conséquences il peut y avoir. On vous a demandé. Lorsqu'on est en dehors de ces normes de beauté, on peut être sujet à des insultes, de la méchanceté, d'être hors norme par rapport à la société, parce que on n'est pas ce qu'elle veut qu'on représente. C'est en train de changer, mais je trouve que les personnes sortent de l'ordinaire, elles sont pointées du doigt. Après, ça dépend des villes. Plus on est dans une petite ville et plus les personnes sont pointées du doigt, on va dire. Alors, soit on arrive à être en dehors d'une norme de beauté et à avoir un élément qui est considéré comme attractif malgré tout, quelque chose d'un petit peu original qui fait que même en étant en dehors de ces normes, on est très bien accepté. Soit on est rejeté ou au pire des cas, ou sinon on est totalement effacé, quoi. Il faut l'assumer, je pense, parce qu'on peut être montré du doigt, sans doute. Effectivement, les conséquences sont diverses, autant pour les femmes que pour les hommes. D'abord, des impacts concernant notre vie en société, on peut être marginalisé, moqué ou même subir des agressions. Concernant la santé aussi, plusieurs troubles ou maladies comme l'anorexie, les troubles compulsifs alimentaires, la dépression, l'anxiété, la perte de confiance en soi ou la baisse d'estime de soi à cause des complexes et du comportement ou des regards des autres vis-à-vis de nous-mêmes. On sait aussi que cela peut pousser à la modification du corps, virtuellement avec les filtres sur les réseaux sociaux ou les photos retouchées par logiciels comme Photoshop, ou des modifications réelles, physiques, comme la chirurgie esthétique ou le maquillage, bien que ce dernier puisse être un réel loisir et même un art pour certaines personnes, c'est un camouflage, une protection sans laquelle ils ne peuvent se dévoiler aux autres. Du coup, comme ces normes sont source de souffrance et ne résident que dans la subjectivité, que pourrait-on faire? Pardon, excusez-moi. Ok, je recommence. Du coup, comme ces normes sont source de souffrance et ne résident que dans la subjectivité, que pourrait-on faire pour s'en détacher? Comme pour beaucoup de choses, il faudrait prendre le problème à la racine, en d'autres termes, revoir l'éducation. On nous inculque ces normes de beauté, on les apprend, elles ne sont pas innées. Il faudrait par conséquent, dès le plus jeune âge, apprendre que la beauté est subjective. Il n'existe pas de vraie beauté, chacun a des goûts différents. Ensuite, il faudrait insister sur le fait que le respect dû à une personne ou la valeur qu'on accorde à une personne ne doit pas se baser sur son apparence. Pour le reste des personnes, notamment les plus anciennes générations, le souci est que les normes de beauté sont bien ancrées en elles, pour la majorité. C'est dur d'effacer autant d'années de bourrage de crâne. Éventuellement, faire des représentations plus inclusives et détachées de ces normes de beauté permettrait d'effacer petit à petit les normes qui ne se résumaient qu'à un seul et même modèle. Pour conclure, comme on l'a dit, la beauté est subjective. On vous a donc demandé de nous donner votre définition personnelle de celle-ci. Je pense que la beauté est personnelle. Voilà, c'est ce qui dégage, c'est l'énergie qui peut dégager quand on la voit en premier abord, voilà, le sourire. Pour moi, la beauté, elle est intérieure. Quelqu'un qui peut être gros, grand, mince, petit et tout, du moment qu'il a un super sourire, de l'humour, de la gentillesse, c'est ça la beauté. La beauté humaine, c'est ça, rien d'autre. Ça peut être des qualités telles que la générosité, la bonté, l'altruisme, tout ce qui fait du bien à soi, à l'autre, c'est ça un peu la beauté. Merci d'avoir écouté l'Instant Féministe. C'était Tessie et Charlotte de l'association La Mèche sur Radio Bulle fréquence 93.6. On vous laisse avec la chanson You Are Beautiful de Christina Aguilera, qui est une chanson où elle console les gens qui ont des complexes. We are beautiful, no matter
Waouh. C'est intense. Ouais, je luttais pour pas rire parce que c'est... Vous avez géré. Ah ouais. Franchement, ouais. Ah, merci. Pour une première. Ouais, franchement. Mais du coup, on a fait moins en Bah, moins du coup, de c'est 30 bien. minutes. Donc, C'est nickel. Avec les musiques, ça va faire. Je vais regarder. Ouais, c'est toujours en train de. Ok.